je pense que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui et ce qui est en attente, c'est une recomposition. Alors, est-ce qu'il faut dire du politique, des modes de gouvernance, des rapports entre institutions par institutions, des rapports beaucoup plus horizontaux que monopolistiques ou pyramidaux. Et dans mon parcours, c'est aussi pour ça que j'ai fait un pas de côté. C'est-à-dire que être en haut de sa chaire, avoir la légitimité, moi je ne suis pas élu, mais je travaille pour des élus de l'élection, etc. On sent bien que refaire politique sur un territoire, que ça soit avec un projet culturel ou avec un projet d'une toute autre nature, la demande sociale est totalement différente aujourd'hui. Et donc on est en train de recomposer ça. Moi, je pense réellement qu'on est en train de recomposer ça. Et en même temps, je reste quand même à la charnière, parce que je n'ai quand même pas démissionné de mon beau statut de fonctionnaire. Mais pour prendre un exemple peut-être un peu plus concret que j'étais censé développer tout à l'heure, et que je n'ai pas fait développer. Ben voilà, on y retourne. Il y a une prise en compte depuis plusieurs années et de l'impact numérique par le ministère et de la demande de gouvernance différente. Impact numérique, si vous vous rappelez ce que je vous avais dit à l'époque, je renvoie à un article d'Olivier Henrard dans une revue absolument ébouriffante qui s'appelle Les Cahiers de la fonction publique. Ça doit être un article d'octobre 2010 où il citait deux enjeux. Un, le rapport aux collectivités territoriales. Deux, la mise en œuvre de l'État sur l'enjeu numérique. Et la réorganisation aujourd'hui des régions avec certaines qui fusionnent, ce n'est pas le cas ici, mais en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, nous sommes aussi en train de fusionner. Il y a deux agences du livre des deux côtés, donc comment on gère ça avec des équipes qui sont sur les mêmes champs de réflexion. Et donc on a travaillé aussi avec l'institution avant et après l'élection de décembre, et tout le discours a été de leur dire il y a plusieurs types d'enjeux qui s'articulent différemment. Il y a d'abord un enjeu institutionnel, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, elle vous en donne des nouvelles responsabilités. Elle vous donne aussi une nouvelle position à négocier, parce que vous êtes tout neuf et voire inexistant, je ne sais même pas si on s'appellera Occitanie, on verra, par rapport d'une part à l'État, mais aussi aux collectivités et aux métropoles, puisqu'en plus on est une région où il y a deux métropoles, ce qui est le seul cas en France. Donc ça, c'est le premier enjeu institutionnel. Comment vous existez institutionnellement, quel dialogue et quelle articulation vous avez avec les autres compétences. Parce que, par exemple, c'est juste une paille, le développement économique est une compétence partagée entre la région et deux métropoles sur le territoire. Avec Philippe Sorel, maire de Montpellier, et Moudinque, maire de Toulouse. Donc il y a vraiment quelque chose de difficile. Deuxième enjeu, il est économique. On en a dit un petit peu. Tu as montré les graphiques en tout début qui, si ma mémoire est bonne aussi, sont tirés du rapport de Gallois de 2012 sur les pôles de compétitivité. Je crois que c'est son titre que François Hollande avait commandé juste après son arrivée à l'Élysée. Juste une incise, c'est vrai que la culture pèse 58 milliards. Si on est honnête jusqu'au bout, dans la culture, il y a toute l'architecture quand même. Et si on enlève l'architecture, ça donne une image un peu différente, même si effectivement c'est très important. Il y a 3% du PIB qui vient de la culture, etc. etc. Donc le deuxième enjeu, il est économique, c'est-à-dire que comment vous structurez votre politique, vos modes d'intervention, vos filières d'excellence, que ce soit dans la culture ou dans d'autres domaines, parce que vous le vouliez ou non, vous êtes en compétition des territoires, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, et vous êtes en compétition entre régions. Et donc celles qui tireront leur épingle du jeu, c'est celles qui arriveront à mettre en articulation les compétences différentes qu'elles ont sur les anciens territoires qui n'étaient pas unis. Par exemple, la médecine, la recherche à Montpellier est très forte, évidemment l'aéronautique à Toulouse. Le numérique est plus développé en termes de laboratoire de recherche sur Montpellier. Voilà. Comment on articule tout ça? Parce que sinon, ça veut dire que dans la compétition européenne, dans les années qui viennent, ça sera un joli territoire bucolique et sympathique. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Mais comme pour les métropoles, le développement ou pas d'une métropole, c'est aussi la capacité à se projeter à 20 ans et de se dire est-ce que demain je veux discuter à hauteur d'homme avec Gênes et Barcelone, ou est-ce que je veux discuter avec Mont-de-Marsan et Agen? Alors c'est un peu choquant de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Quand Alain Juppé arrive maire de Bordeaux et Premier ministre, la première décision qu'il prend, c'est de déclarer tous les travaux du tramway qui, 10 ans plus tard, ont été l'une
des raisons du classement à UNESCO de la ville. Donc cette opération a été classée opération d'intérêt national, OIN. Ça veut dire que les financements d'État qui sont tombés sur Bordeaux en 10 ans, déjà que les caisses étaient bien pleines au moment du départ de Chaban-Delmas, ça a été un vrai levier de développement. C'est-à-dire que moi, quand j'étais étudiant à Bordeaux et à Toulouse, enfin à Toulouse puis à Bordeaux, Toulouse était en avance, c'est évident. Aujourd'hui, à mon sens, je pense que Toulouse est en retard. C'est-à-dire que Bordeaux a repris son retard. Comme Lille, en 2004, a eu un phénomène d'accélération avec la capitale européenne de la culture. C'est un phénomène d'accélération, c'est vrai, mais il faut repréciser que quand même le projet Lille 2004, précédemment, ils avaient voulu faire une candidature, je crois, pour accueillir la Coupe d'Europe ou quelque chose comme ça. Hein. Donc ça avait capoté, ça n'avait pas fonctionné. Du coup, ils se sont dit, bon, ils avaient mobilisé quand même pas mal de personnes, donc c'était dans les années 90. Et ils se sont dit, bon, c'est dommage, toute cette dynamique, il faut l'utiliser. Pourquoi pas une candidature capitale européenne de la culture? Parce que ça venait juste de commencer avec... voilà, je crois que c'est Liverpool, la première. Et du coup, ils se sont mobilisés autour de ce projet. Mais d'emblée, ils ont dit, OK, on fait un événement ponctuel, mais il faut aussi que ça perdure. Donc, ils ont quand même fait Lille 3000. D'entrée, ils ont envisagé de refaire cet événement de façon périodique, de façon, en fait, à capitaliser autour de cet événement, et puis que ça ne reste pas un événement ponctuel. Comme tu disais, il faut pérenniser et capitaliser sur... ça veut dire que ça a été pensé comme un projet de développement et un projet de gouvernance politique avant d'être un projet culturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le foot, on a la culture. Demain, on aura peut-être la Coupe de l'América. Je parle pour Marseille. Enfin voilà, ce sont presque des prétextes. Alors je dis ça de manière un peu provoque. Hein, prenez-le comme ça vient. Mais effectivement, ça a été pensé comme un outil de développement et de structuration et de modernisation de la gouvernance du territoire, des politiques publiques qui sont menées et du lien aussi à la société civile. Alors, j'en ai pas parlé, mais donc je reviens sur les trois enjeux. Il y avait un enjeu institutionnel et un enjeu économique. Et le troisième enjeu, c'est celui d'existence d'une région qui n'existe pas. Comment on l'a fait mentalement rentrer dans la tête des gens. Moi, quand j'étais à Toulouse, jeune minot, et première élection régionale, Midi-Pyrénées, il n'y avait aucun Midi-Pyrénéen en Midi-Pyrénées. Il y avait des Gersois, il y avait des Lotois, il y avait éventuellement des Aveyronnais, mais ils le cachaient évidemment, parce que c'est honteux en Midi-Pyrénées d'être Aveyronnais. Et donc, il faut 20 ans pour créer un sentiment d'appartenance à un projet commun. Alors, je ne veux pas dire de destin commun, parce que c'est ridicule. Mais je peux vous dire que l'Occitanie, ou je ne sais pas quel sera son nom, de la fusion Languedoc-Midi-Pyrénées, il faudra 20 ans. Et encore, si c'est vraiment porté politiquement par la puissance publique, mais aussi par les acteurs locaux.